À Prague, on se doit de visiter le château qui est une ville dans la ville. C'est une demeure séculaire des rois de Bohême, puis des présidents de la République. À la grille d'entrée de cette véritable ville, où s'enchaînent cours, portes et ruelles, les soldats de la garde paradent fièrement au son des trompettes tous les jours à midi. Au débouché du passage qui relie la deuxième et la troisième cour du château, les visiteurs découvrent soudain la façade ouest de la cathédrale Saint-Guy qui dresse ses vertigineuses tours jumelles. Elle a été commencée en 1344 par l'architecte français Mathieu d'Arras. Ce puissant vaisseau de pierre gothique n'a été achevé qu'en 1929. C'est le plus grand édifice religieux du pays. 125 mètres de long, 60 de large, à la croisée du transept, et 32 mètres de haut. L'intérieur est monumental. C'est un véritable triomphe du style gothique qui est l'édifice le plus impressionnant du quartier du château. Il se divise en 3 nefs avec d'impressionnantes colonnes qui soutiennent des arcs ogivaux. Dans la nef, la belle voûte en croisée d'ogives à nervures et les magnifiques vitraux polychromes font l'admiration des visiteurs. La tribune de l'orgue Renaissance, créée en 1561, barre presque entièrement le croisillon nord. Le magnifique baldaquin gothique de pierre a été réalisé en 1493. La splendide rosace de la façade a été réalisée par Kisela entre 1925 et 1927. Elle représente des épisodes de la création. Kisela a été le pionnier dans le domaine des vitraux modernes. Il a utilisé 25 000 pièces de verre pour la rosace. Les vitraux polychromes sont les œuvres importantes d'artistes tchèques du XXe siècle. Mais l'élément le plus remarquable de la nef de la cathédrale Saint-Guy demeure sans contestation ses vitraux, en particulier celui de la chapelle du nouvel archevêque. Ce vitrail montre des épisodes de la vie des saints Cyrille et Méthode. Saint Cyrille, au IXe siècle, était avec son frère Méthode l'apôtre des Slaves. Ils inventèrent l'alphabet cyrillique, d'où dérivent les écritures russes et serbes. Ils convertirent les Slaves, mais aussi les Moraves. Le vitrail a été achevé en 1931. C'est l'œuvre d'Alphonse Mucha, le plus connu des artistes tchèques. Il est l'incarnation même de l'art nouveau, avec ses ensorcelantes créatures aux chevelures flottantes dans une profusion de fleurs et d'arabesques. Mucha est à l'origine d'une époustouflante explosion créatrice qui met la ville de Prague à l'avant-garde de l'art européen. L'engouement pour ce style s'épanouit si bien que quelques 300 édifices art nouveau sont officiellement recensés dans la ville. Dans la cathédrale, le tombeau baroque de Saint Jean Népomucène est en argent massif.
il occupe une bonne partie du déambulatoire. Il a été achevé en 1736, suivant un projet de Fischer von Erlach. Il présente le saint sur son cercueil, soutenu par des anges. On dit qu'il aurait nécessité 2 tonnes d'argent. L'impératrice Marie-Thérèse a fait don du baldaquin qui le surmonte. Du tombeau, on accède tout près à la chapelle Saint-Wenceslas, qui n'est visible que de l'entrée. Peter Parler a édifié cette chapelle en 1365 à l'emplacement de la tombe de Wenceslas, saint que Charles IV souhaitait honorer en tant que prédécesseur. La décoration somptueuse de cette chapelle fait de ce lieu l'endroit le plus sacré de la cathédrale. À côté de la chapelle Saint-Wenceslas, en gravissant les 287 marches, on accède à la galerie panoramique de la tour sud de la cathédrale, d'où l'on a une vue spectaculaire du monument lui-même, mais aussi un merveilleux panorama sur le château et l'ensemble de la ville. Du sommet de la tour, on distingue la basilique Saint-Georges, dotée de tours romanes en pierre calcaire claire. Cette basilique fait, elle aussi, partie du château de Prague. Du haut de la tour, on peut distinguer le quartier Petrini, qui est l'un des plus grands parcs de Prague. C'est un espace de verdure qui s'élève en pente raide jusqu'au plateau où se trouve la tour Roselma, pure imitation de la tour Eiffel. La tour sud, haute de 96,50 mètres, fut commencée au XVe siècle par les successeurs de Peter Parler, puis on lui ajouta au XVIe une galerie Renaissance et un dôme triple surmonté d'un lion de Bohême. Le bâtiment qui longe la façade sud-ouest de la cathédrale est l'ancienne prévôté. Jadis palais épiscopal, elle a été restaurée en style baroque. À l'est du pied de la tour s'ouvrent les 3 arcs de la célèbre porte d'or qui servait d'entrée cérémonielle à la cathédrale. On voit au-dessus une superbe mosaïque vénitienne du Jugement dernier. Dans une mandorle, gloire en forme d'amande qui entoure le Christ triomphant dans les représentations médiévales, est représenté le Christ qui procède au jugement, à sa droite les justes, à sa gauche les damnés. Les écoinçons de l'arc du milieu portent les figures de Charles IV et de son épouse. À l'intérieur de la porte d'or, l'entrée de la cathédrale est protégée par une grille présentant des bas-reliefs en bronze, œuvre en 1955 du célèbre décorateur Jaroslav Orech. Ces bas-reliefs illustrent de manière prosaïque les travaux des saisons et les signes du zodiaque. Dans la 3e cour du château, l'aile sud présente un superbe portique surmonté d'un balcon où se tient le président de la République pour saluer la foule à l'occasion des cérémonies. Par la même cour, on accède à l'ancien palais royal. Autrefois, centre de la vie de la cour, l'ancien palais royal est aujourd'hui une pièce de musée. Sur la gauche du vestibule du palais s'ouvre la chambre verte où l'on voit une fresque baroque illustrant le jugement de Salomon. On accède ensuite à la salle des registres. On y consignait les délibérations de la Diète qui avait force de loi. Les murs et les voûtes de la salle des registres sont magnifiquement ornés des armes des fonctionnaires des registres. La salle Vladislas
réalisé à la fin du XVe, est un pur joyau de l'architecture gothique qui surprend par ses dimensions monumentales. C'est une fusion du gothique tardif et de la nouvelle Renaissance. On dit que c'est le chef-d'œuvre de Bénédicte Ritt. Les nervures de la voûte de Ritt sinuent, légères dans l'espace, formant de splendides motifs en rosace ou en étoile, à leur jonction, à 13 mètres au-dessus du sol. Cette légère constellation de pierre contribue efficacement à soutenir le toit. Longue de 62 mètres par 16 de large, elle a remplacé la salle du trône de Charles IV. Elle a abrité toutes sortes d'événements, assemblées, bals, fêtes du couronnement, audiences royales et même des tournois. De nos jours, c'est là qu'ont lieu les élections du président de la République. Les murs et les grandes fenêtres rectangulaires de la salle sont tout à fait d'esprit Renaissance, surtout de l'extérieur. La façade sud de la salle Vladislas est longée par une terrasse extérieure, offrant de très belles vues de Prague. Face à l'abside de la cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-Georges est le plus bel édifice roman encore debout dans le pays. Elle a été consacrée officiellement en 925 quand on y a déposé les reliques de sainte Ludmilla, grand-mère de saint Wenceslas. L'audacieuse façade baroque rouge sang de style baroque primitif a été ajoutée en 1670 sur la basilique romane. Des obélisques répondent en écho aux deux fines tours romanes en pierre calcaire claire. À l'intérieur, les sobres murs de pierre de la nef, hautes et étroites, sont supportés par des colonnes et des piliers massifs. Ils sont percés au niveau de la tribune d'une série d'ouvertures au-dessus desquelles des fenêtres plus petites apportent la lumière. On rejoint le chœur et l'abside par un élégant escalier baroque double. Des vestiges de fresques de style roman et gothique tardif décrivent la ville sainte et le couronnement de la Vierge. La crypte qui s'ouvre sur le chœur est d'une émouvante sobriété, avec ses colonnes simples à chapiteaux cubiques. Un tympan romain y présente la Vierge, sur un trône entouré d'abbesses. On y trouve aussi une statue en bois sculptée de saint Wenceslas. Dans le domaine du château, la ruelle d'or comporte des maisons minuscules, des maisons de poupées, à pans de bois, accolées les unes aux autres. Elles abritent aujourd'hui des boutiques de souvenirs. On dit que les petites maisons, pittoresques, hébergeaient des alchimistes qui cherchaient à fabriquer de l'or. De nos jours, cette rue est très fréquentée et les commerçants installés dans ces minuscules échoppes font de l'or avec des souvenirs en tout genre. L'affluence dépasse tous les records au numéro 22 où Kafka vécut de 1916 à 1917. On dit qu'il appréciait l'ambiance de ce quartier. En quittant le château, le soir, une photo s'impose car il y a beaucoup moins de monde. En effet, durant toute la journée, cette cour d'honneur, devancée par ces deux célèbres combats de géants, est le point de départ de la visite du château.